Bonjour, mesdames et messieurs. Sciences politiques, tel est l'intitulé du module qui nous intéresse ce matin. Module qui consistera pour nous à présenter la science politique en tant que discipline académique. Alors, cette discipline académique, la science politique, appartient à ce qu'on va appeler le grand ensemble des sciences sociales, au même titre que la sociologie, l'histoire, la géographie, la philosophie, l'anthropologie, que sais-je encore. Alors, s'il s'agit d'une discipline de haute portée de pertinence scientifique d'abord et sociale, sociétale pour ainsi dire, justement parce que la recherche politologique irrigue les programmes politiques et aide à transformer les sociétés humaines, les États. Que faut-il entendre par les deux notions qui structurent l'intitulé de ce cours, à savoir science et politique? La science s'entend d'une activité d'un domaine ayant pour vocation la production et la dissémination du savoir, de la connaissance. La politique, quant à elle, est une activité dont la conceptualisation va reposer sur trois dimensions, voire trois perspectives, à savoir la dimension institutionnelle, restituée en anglais par polity, la dimension processuelle, politics, et la dimension programmatique, policy, qui va renvoyer aux politiques publiques. Pour ramener ça à la langue française, on dirait que le seul mot politique est polysémique en ce qu'il renvoie à le politique, c'est-à-dire l'institution politique, à la politique, c'est-à-dire l'activité, le processus, le jeu politique, ainsi qu'aux politiques, donc les politiques publiques notamment. Partant de là, on peut définir la politique comme étant une activité qui, faisant intervenir diverses catégories d'acteurs institutionnels, associatifs, corporatifs, publics, privés, nationaux, internationaux, subétatiques, etc., consiste à mobiliser toutes les ressources pertinentes en vue d'adresser un certain nombre de besoins stratégiques, pour ne pas dire existentiels, spécifiques à une entité sociétale donnée. La préoccupation sous-jacente à ce module se libelle comme suit. Comment la science politique est-elle organisée en tant que discipline académique et quels en sont les paradigmes et les thématiques majeures? La réponse à cette complexe préoccupation-là nous amènera à articuler notre propos autour de trois axes déclinés comme suit. Premièrement, nous revisiterons les subdivisions classiques de la science politique. Ensuite, il s'agira pour nous de lever le voile sur les subdivisions de la science politique qui relèvent de l'interdisciplinarité. Et en dernière instance, nous passerons en revue les déclinaisons thématiques transversales de la science politique. En guise de référence bibliographique, je vous suggère mon ouvrage à moi-même, Introduction à la science politique, subdivision, déclinaison thématique et épistémologie, paru chez L'Harmattan, Paris en 2015, et l'ouvrage collectif de Antonin Cohen, Bernard Lacroix, Philippe Ruitor, Nouveau manuel de sciences politiques, paru chez La Découverte, Paris, 2015 aussi. Sans autre forme de procès, nous présentons les subdivisions classiques de la science politique. Par subdivision classique, nous entendons un certain nombre de domaines de spécialisation minimaux à avoir dès que l'on parle de sciences politiques en tant que discipline académique. Voilà. Donc, dans tout département de sciences politiques, le minimum à avoir, c'est une chaire de théorie politique, une chaire de système politique et une chaire de relations internationales. Alors, que faut-il entendre par théorie politique? Il faut d'entrée de jeu indiquer que la théorie politique prend indifféremment les dénominations de philosophie politique, histoire des idées politiques, pensée politique, histoire de la pensée politique, le tout étant question de l'ancrage académique de cette discipline.
parce qu'elle est enseignée aussi bien chez les philosophes, chez les juristes, chez les politologues, que chez les sociologues, voire même chez les économistes. Alors, quoi qu'il en soit, la théorie politique s'évertuera à revisiter l'évolution de la pensée politique de l'Antiquité à nos jours, en passant par le Moyen Âge et l'époque moderne. Plus concrètement, les théoriciens politiques s'évertueront à présenter les dichotomies interparadigmatiques, c'est-à-dire entre écoles de pensée, qui ont structuré l'évolution de la pensée politique. Globalement, et en lien avec l'évolution de l'histoire de l'humanité, on peut considérer les dichotomies suivantes. Réalisme politique opposé à l'idéalisme politique durant l'Antiquité grecque, le bellicisme opposé au pacifisme durant l'Antiquité romaine, le conservatisme clérical opposé au progressisme laïque durant l'Antiquité, durant le Moyen Âge, le libéralisme opposé à l'autoritarisme durant l'époque moderne et la perspective postmoderne qui va venir remettre en question la pensée politique moderne. Par-delà cette dichotomie, la théorie politique aborde aussi les idéologies politiques, ressources premières de la politique en tant qu'activité. Voilà donc, sous forme matricielle, ce à quoi nous devons nous attendre dans le cadre de cette partie de notre module. Alors, la dichotomie entre réalisme et idéalisme politique. Il s'agit là de ce qu'il est convenu d'appeler la dichotomie originelle de la pensée politique. Il s'agit de deux écoles de pensée à partir desquelles vont émerger les dichotomies à venir. Il s'agit donc de la controverse souche. Alors, le réalisme politique repose sur le postulat anthropologique selon lequel l'homme est foncièrement méchant et égoïste et qu'il est donc toujours enclin à défendre ses intérêts, y compris au moyen de la force. Partant de ce postulat de base-là, la politique est conceptualisée comme étant une activité marquée par la violence, l'agressivité, l'opportunisme. Ici, la guerre est considérée comme étant un moyen légitime de la politique. Les théoriciens et personnages ayant marqué cette obédience sont Thucydide et Alexandre le Grand dans l'Antiquité grecque. Contrairement au réalisme politique, l'idéalisme politique part du postulat anthropologique selon lequel l'homme est doué de raison et capable d'empathie. L'empathie, entendue comme la capacité, l'aptitude à se mettre dans la peau d'autrui, se réjouir quand autrui se réjouit, souffrir quand autrui est en détresse. Ici, la politique est perçue comme étant un processus marqué par la coopération, on dirait même empathique, et la promotion de la paix. L'ultime objectif de la politique, c'est la paix. Et à cette fin, on doit donc promouvoir la démocratie ainsi que les droits de l'homme. Les théoriciens représentatifs de cette école de pensée sont Platon et Aristote, eux-mêmes disciples de Socrate. Durant l'Antiquité romaine, deux paradigmes vont s'opposer, à savoir le bellicisme et le pacifisme. Le bellicisme, entendu comme héritage du réalisme politique, qui va consacrer l'usage de la force à des fins politiques. Ici, le bellicisme aura pour variante l'impérialisme romain, voire le militarisme. Ce à quoi l'Empire romain a dû son expansion de l'Europe occidentale à l'Asie mineure, en passant par l'Afrique du Nord. À l'opposé, le pacifisme procède de l'idéalisme politique et se caractérise par la consécration de la paix, de la démocratie et des droits humains. La tolérance politique et la coopération, ainsi que le dialogue, sont les caractéristiques du pacifisme en tant que paradigme politique.
Le christianisme tel que vécu dans l'Antiquité romaine, à tout le moins dans son acception essentialiste, est une variante de ce pacifisme-là, car il était soucieux de la promotion de la paix sur la terre et dans les cieux, de par l'observance des Saintes Écritures. Au Moyen Âge, on peut globalement considérer la dichotomie entre conservatisme clérical et progressisme laïque comme étant la dichotomie structurante. Le conservatisme clérical se caractérise par la prépondérance de l'Église sur la politique. Il faut indiquer, sans risque de se tromper, que le Moyen Âge a eu pour marque distinctive la confusion des genres entre pouvoir politique et pouvoir spirituel. Et ici, l'Église était devenue tellement importante, l'Église catholique romaine s'entend, que la légitimité des souverains était assujettie à leur niveau d'allégeance au pape. Cela passe par la consécration de la vocation universelle de l'Église, entendue comme une monarchie universelle, ayant donc vocation à diffuser la foi chrétienne dans le monde, y compris au moyen de la force. On en veut pour preuve les croisades durant l'époque moderne. Sous ce rapport-là, on peut considérer le conservatisme clérical comme étant l'héritage du réalisme politique. Les théoriciens ayant marqué cette école de pensée sont Jean de Salisbury, Thomas d'Aquin et Dante Alighieri à un certain degré, tous moines catholiques. Le contre-pied de leur travail de théorisation sera pris par le progressisme laïque, qui lui se caractérise par la remise en question de la monarchie universelle ainsi que l'autorité papale. Pour les progressistes laïcs, avec à leur tête deux moines, Guillaume d'Occam et Marcel de Padoue, l'autorité papale ne pouvait s'appliquer qu'aux chrétiens catholiques et nullement aux impies. Ce faisant, il venait de consacrer le principe de laïcité, c'est-à-dire la liberté de croire ou de ne pas croire et par extension, la liberté de professer la foi de son choix. Le progressisme laïque est considéré comme étant le déterminant des grandes révolutions anglaises, américaines et françaises annonciatrices de l'époque moderne. L'époque moderne sera, quant à elle, caractérisée par une confrontation idéale entre autoritarisme d'une part et libéralisme de l'autre. Durant l'époque moderne, l'autoritarisme peut être considéré comme étant une variante du réalisme politique, en ce qu'il consacre l'usage de la force à des fins politiques. Les théoriciens représentatifs de cette école sont Nicolas Machiavel, la fin justifie les moyens, et Thomas Hobbes, Homo homini lupus est, l'homme est un loup pour l'homme. Et donc ici, on a pour variante de l'autoritarisme l'impérialisme, le communisme, le nazisme, le fascisme et le totalitarisme, qui peut être considéré comme étant une excroissance de l'autoritarisme. Quant au libéralisme moderne, paradigme antinomique de l'autoritarisme, il procède de l'idéalisme politique. Pour les libéraux, il s'agit de promouvoir les libertés individuelles et collectives, promouvoir la démocratie ainsi que la tolérance et le dialogue en politique. De cette obédience, nous pouvons retenir John Locke, Montesquieu, Alexis de Tocqueville, Emmanuel Kant comme étant des figures emblématiques, pour ne citer que. Cependant, la perspective postmoderne viendra remettre en question un certain nombre d'excroissances inhérentes à la pensée politique moderne. On ne jettera pas le bébé avec l'eau du bain,
La pensée politique moderne a certes engrangé des acquis énormes en termes de consécration de la démocratie et de promotion d'un certain nombre de libertés civiles, mais elle a eu pour caractéristique l'impérialisme, le consumérisme et le machisme comme excroissance, comme déviance. La pensée postmoderne critique, à la vérité, toutes ces déviances paradigmatiques-là, inhérentes, consubstantielles à la pensée politique moderne. Du point de vue épistémologique, c'est-à-dire en ce qui concerne la quête du savoir, la quête de la connaissance, le postmodernisme rejette toute forme de sectarisme, c'est-à-dire toute forme de fondamentalisme qui considérera pour un individu ou une obédience donnée à considérer sa façon, sa vision du monde comme étant la seule et exclusive approche pouvant permettre de générer le savoir. Pour les postmodernes, il faut légitimer toutes les approches, toutes les obédiences idéologiques. Pour emprunter le mot à Thomas Kuhn, un éminent épistémologue postmoderne, anything goes, tout est bon pourvu que cela nous permette de générer du savoir. Les théoriciens relevant de cette obédience sont Michel Foucault, Jacques Derrida, Noam Chomsky, pour ne citer que. Le postmodernisme a eu pour variante, pour ne pas dire apo-variante, parce que c'est le paradigme qui structure la production d'idées dans le contexte qui est le nôtre, le post-nationalisme, le post-structuralisme, le post-industrialisme et le féminisme. Post-nationalisme, simplement parce que pour les post-modernes, si les droits humains sont violés au sein d'un État donné, alors la souveraineté de cet État-là peut être foulée aux pieds au nom des libertés individuelles, au nom donc de la démocratie et de la paix. Il en va ainsi du post-structuralisme qui considère que la structure quasi intangible de par la consécration des frontières que représentait l'État moderne, l'État-nation, est aujourd'hui a aujourd'hui vocation à être relativisée parce que justement pour les mêmes raisons liées à la violation des droits humains, on peut donc relativiser, remettre en question le caractère sacro-saint, le principe sacro-saint, dirait-on, de l'intangibilité des frontières des États. Post-industrialisme, simplement parce que l'industrialisme a eu pour corollaire le capitalisme et donc les émissions de gaz à effet de serre. Et le post-industrialisme va donc faire la part belle à la promotion des énergies renouvelables, donc est un écologisme. Féminisme, justement parce que le postmodernisme s'érige contre toute forme de machisme, de masculinisme, de patriarcalisme qui ont consisté à reléguer la femme au second plan. Outre ces dichotomies que sont celles entre réalisme politique et idéalisme politique, celle entre bellicisme et pacifisme, celle entre conservatisme clérical et progressisme laïque, ainsi que celle entre autoritarisme et libéralisme, sans oublier celle entre modernisme et postmodernisme. La théorie politique traite des idéologies politiques. Une idéologie politique s'entend d'un ensemble de valeurs, de croyances reflétant une vision du monde. L'idéologie politique est à la vérité la première ressource en politique, pour ne pas dire de la politique, car c'est elle qui conditionne, pour ne pas dire qui structure les comportements politiques, y compris même le militantisme. L'idéologie va donc entraîner la doctrine, c'est-à-dire un enseignement des valeurs structurantes de cette idéologie-là à des militants ou à des adhérents, selon que nous sommes dans un parti politique ou dans une organisation de la société civile, pour ne pas dire une ONG. La doctrine, elle, va induire le projet de société entendu comme la vision, la projection sur le long terme de la société idéale. Et la réalisation de ce projet de société va nécessiter un programme de gouvernement, c'est-à-dire un recueil
dans lequel sont consignées les initiatives de politique publique à déployer à l'effet de réaliser le projet de société. Le programme de gouvernement est de l'horizon d'un mandat politique, tandis que le projet de société est de 2, 3 mandats politiques. Il en faut donc plusieurs pour réaliser un projet de société. Quelles sont alors les obédiences idéologiques majeures? Il en existe 3, à savoir les idéologies de droite, les idéologies de gauche et le centrisme. Voici ici le continuum des idéologies politiques avec quelques figures emblématiques. Le continuum entendu comme un axe continu sur lequel sont jalonnées les idéologies politiques, avec pour idéologie médiane le centrisme. Alors, quelles sont les spécificités des idéologies politiques de droite? Ces idéologies sont globalement réputées porter sur la perpétuation des valeurs traditionnelles, la consécration des institutions de la République, de la patrie et sur la promotion de la liberté. Entre autres idéologies de droite, l'on peut citer le populisme, même s'il existe un populisme de gauche, le patriotisme, le conservatisme, le républicanisme et le libéralisme. Quant aux idéologies de gauche, elles sont globalement réputées favorables à la promotion de la justice, de l'égalité, de l'équité, de la durabilité et de la solidarité. La durabilité entendue comme promotion du développement durable, donc l'écologie politique. Les idéologies relevant de cette obédience sont, entre autres, le communisme, le socialisme, le nationalisme, le travaillisme, l'écologisme et le féminisme. Quant au centrisme, il peut être considéré comme étant une idéologie médiane entre la droite et la gauche qui se caractérise par la mobilisation de valeurs de droite tantôt et tantôt la mobilisation de valeurs de gauche, et ce au gré des circonstances et des exigences du moment. Ceci a pu faire dire du centrisme qu'il relève beaucoup plus d'un certain pragmatisme politique, car ce qui compte ici, c'est la résolution des problèmes qui se posent sans fétichisme de valeurs, de principes politiques donnés. Nous en arrivons maintenant à la deuxième subdivision classique de la science politique, à savoir les systèmes politiques. Les systèmes politiques ont pour objet l'analyse des systèmes politiques, le plus souvent dans une approche comparative. Cette subdivision sera soucieuse d'identifier les déterminants du bon comme du mauvais fonctionnement de ces systèmes. Par-delà ces comparaisons, il s'agit d'envisager des scénarios d'amélioration, voire d'optimisation des systèmes politiques étudiés, le cas échéant. Tour à tour, nous passerons en revue la notion de système politique, telle que théorisée par David Easton, celle de politique publique, levier par excellence de gouvernance des systèmes politiques, et nous procéderons en dernière instance à la comparaison du système politique. Notion de système politique chez David Easton. David Easton est un théoricien politique nord-américain, canadien notamment, qui a servi aussi aux États-Unis. Pour lui, un système politique est une entité qui, faisant interagir ces sous-systèmes, mobilise toutes les ressources pertinentes en vue de la réalisation de ses objectifs stratégiques. Pour faire simple, un système politique peut renvoyer à un État, une collectivité, une région, une sous-région, voire au monde entier. L'analyse systémique de David Easton s'entend d'un effort de compréhension des dynamiques internes et externes qui sous-tendent l'évolution ou la régression des systèmes politiques. Et ce, à partir de 4 perspectives analytiques que sont les inputs, la black box, boîte noire, les outputs et le feedback.
Voici donc comment se présente un système politique chez David Easton. Alors, ce système politique a des sous-systèmes, dont les populations, qui vont exprimer des besoins, donc aspirations à destination de la boîte noire. La boîte noire est l'incarnation ici de toutes les instances de décision, les instances décisionnelles donc de tout système politique. Et cette boîte noire peut être le gouvernement, le parlement, les autres institutions, voire les collectivités. Elle a pour vocation de transformer, donc de convertir les besoins exprimés en politique publique. Et ces politiques publiques, ce sont les outputs ou les outcomes. Il s'agit donc de toutes les réponses à apporter aux besoins exprimés par la population. Ces outputs peuvent aller dans le sens des besoins exprimés ou bien dans le sens contraire. Une chose est sûre, elle procède de la délibération au sein de la boîte noire et s'offre sous forme de programmes, de projets déployés ou non par les politiques, les pouvoirs publics en vue de réguler le système politique. Quoi qu'il en soit, les ultimes destinataires des politiques publiques vont réagir consécutivement à l'offre de gouvernance. Et cette réaction, pour ne pas dire cette rétroaction, est considérée comme étant, est conceptualisée par David Easton comme étant le feedback. Ce feedback peut être positif comme négatif. Il est positif lorsque l'offre de gouvernance, donc lorsque les outputs sont en adéquation avec les attentes des populations. Si par contre, les politiques publiques ou outputs étaient en inadéquation avec les attentes des populations, le feedback serait négatif. Le feedback est d'autant plus important qu'il conditionne le sort des systèmes politiques. Un système, un feedback positif va contribuer à renforcer la légitimité des pouvoirs publics sous forme de soutien. Il sera donc réinjecté dans le système sous forme de soutien apporté au pouvoir public. À l'opposé, un feedback négatif induira des oppositions, des troubles, des grèves, voire des coups d'État, comme manifestation du mécontentement des destinataires des politiques publiques. Il y a un cas extrême qui est celui de l'apathie politique, entendu comme indifférence affichée par les populations à l'égard de la politique et des politiciens. Et cette indifférence-là, donc l'apathie politique, résulte de plusieurs déceptions, de plusieurs promesses non tenues par les pouvoirs publics et sur le long terme. La vitalité ou la morbidité d'un système politique est donc assujettie à la qualité des politiques publiques qui y sont exécutées. Les politiques publiques sont donc le levier de gouvernance par excellence des systèmes politiques. Par politique publique, l'on entend un ensemble d'initiatives prises par les pouvoirs publics à l'effet de répondre aux attentes des populations. Ces politiques publiques-là ne sauraient donc procéder de la génération spontanée. Bien au contraire, elles relèvent d'une démarche stratégique elle-même reposant sur le management des politiques publiques, lequel management s'articule autour de trois activités que sont la formulation des politiques publiques, l'exécution des politiques publiques et l'évaluation des politiques publiques. La formulation peut prendre indifféremment la dénomination de planification des politiques publiques, d'élaboration des politiques publiques, de définition des politiques publiques. Quant à l'exécution, elle prend les dénominations d'implémentation des politiques publiques, de réalisation des politiques publiques, de mise en œuvre des politiques publiques, de réalisation donc, des politiques publiques. Quant à l'évaluation, elle intervient à diverses temporalités, mais consiste en la mise en balance de la planification et de la réalisation et vise à s'assurer de l'atteinte ou non des objectifs fixés. Quoi qu'il en soit, l'évaluation est toujours une opportunité de recadrage, de modulation des politiques publiques telles que planifiées.
Les systèmes politiques sont donc comparés dans le cadre de cette subdivision classique de la science politique, l'idée étant de voir établir des catégories politiques. Par catégorie politique, l'on entend un bloc plus ou moins monolithique reflétant des mêmes spécificités et qui relève de diverses perspectives. Ça peut être la perspective politique, la perspective économique, voire la perspective sécuritaire. Quoi qu'il en soit, les systèmes politiques, la comparaison des systèmes politiques a pour objet ici de mettre en parallèle des systèmes politiques aux fins de production, aux fins d'élaboration de catégories politiques. On a le benchmarking qui va consister à extirper d'un lot donné, donc d'un cluster donné, le meilleur élève ou les bonnes pratiques, de sorte à susciter une émulation et aider par là même ceux qui ont des expériences, on ne peut moins heureuses, à imiter donc, à donc suivre l'exemple des cas les mieux évolués. L'ultime objectif est de procéder à des recommandations de sorte à aider les cas les moins évolués à atteindre le niveau de benchmark. Plusieurs donc possibilités de mise en parallèle. On peut avoir une optique politique, une optique économique et une optique sécuritaire, pour ne citer que ces trois. Sous l'angle purement politique, on a les catégories politiques suivantes. Les États démocratiques, les États en transition démocratique et les États antidémocratiques. Du point de vue économique, l'on peut avoir les catégories suivantes: pays développés, pays émergents et pays pauvres très endettés. Du point de vue sécuritaire, nous avons les États forts, les États fragiles et les États faillis. Le tableau synoptique que nous avons sous les yeux, en tout cas, présente les spécificités de chacune des catégories politiques présentées. Voilà. Les relations internationales constituent la troisième subdivision classique des, de la science politique. Mais avant que d'entrer dans le vif du sujet, il ne serait pas superfétatoire de revisiter rapidement le tableau synoptique. Les États démocratiques se caractérisent par la souveraineté populaire, la démocratie représentative, la démocratie participative, la démocratie délibérative, donc la liberté d'expression, l'alternance pacifique au pouvoir ainsi que le respect de l'état de droit. Quant aux États en transition démocratique, entendus comme système politique à l'école de la démocratie qui sortent du système antidémocratique pour faire l'expérience de la démocratie, ils se caractérisent par un pluralisme de façade, des dérives autocratiques, des processus politiques conflictogènes, des efforts de démocratisation avec des risques de réversibilité, la violation des droits humains et l'instabilité institutionnelle. Les États antidémocratiques représentent le cas extrême avec la monopolisation du pouvoir politique, l'existence de parodies d'élections, la confiscation des libertés, la répression systémique, le clientélisme et le patrimonialisme. Du point de vue économique, nous avons les pays développés, les pays émergents et les pays pauvres très endettés, les PPTE. Les pays développés se caractérisent par un développement économique, un développement humain, un développement durable. Ils sont aussi, ils expérimentent aussi un expansionnisme économique de par les balances excédentaires, notamment en matière d'exportation, l'efficience programmatique, c'est-à-dire que les politiques publiques sont exécutées de façon rigoureuse et atteignent généralement les objectifs escomptés, les résultats escomptés, et un dynamisme tous azimuts, c'est-à-dire qu'ici, les secteurs primaires, secondaires et tertiaires enregistrent, en tout cas, un dynamisme certain. Quant aux pays émergents, s'ils enregistrent des taux de croissance soutenus,
un développement économique, un dynamisme dans le secteur primaire et secondaire, ainsi que l'émergence d'une classe moyenne, force est de reconnaître que ces pays font face à des challenges au niveau social et écologique. Il y a des infrastructures économiques solides, mais en termes de pouvoir d'achat et de précarité écologique, ces systèmes-là pêchent quelque peu. Quant aux pays pauvres très endettés, ils se caractérisent par le surendettement, la dépendance économique, le déficit budgétaire, le dynamisme dans le secteur primaire, pour ne pas dire un frémissement, tandis que les secteurs tertiaires et secondaires et tertiaires boitent le pas. Et puis, on a une précarité sociale du fait de la pauvreté, et donc de la faiblesse du pouvoir d'achat et une vulnérabilité écologique. Sous l'angle sécuritaire, les systèmes politiques sont, les catégories politiques sont les États forts, les États fragiles et les États faillis. Les États forts se caractérisent par une dissuasion optimale, une stabilité, une maîtrise des frontières, une captation des ressources stratégiques. Quant aux États fragiles, ils se caractérisent par une vulnérabilité géostratégique parce qu'en général, il s'agit de systèmes politiques en situation de reconstruction post-conflit, par la porosité des frontières, la dépendance sécuritaire et donc, comme je l'indiquais tantôt, une dynamique de reconstruction post-conflit, à la prolifération des armes légères et de petits calibres. Les États faillis sont le cas extrême qui se caractérise par une faillite sécuritaire, l'absence de gouvernement légitime, la violation des droits humains, la prolifération de bandes armées et donc la prolifération et donc par la violation massive des droits humains. Voilà globalement ce qu'il faut retenir des systèmes politiques. Troisième subdivision classique des relations et de la science politique, les relations internationales. Les relations internationales ont pour objet l'analyse des évolutions politiques sur la scène internationale. Nous verrons tour à tour les conditions d'émergence de la discipline. Nous procéderons à un bref aperçu historique de l'évolution des relations internationales et nous leverons le voile sur les théories des relations internationales. Alors, cette discipline académique a émergé au lendemain de la Première Guerre mondiale à la faveur de la création de la première chaire de politique internationale en 1919 à Aberystwyth, au University College of Wales, c'est au Pays de Galles. David Davis en fut le fondateur. Alfred Zimmern, le directeur de la chaire Woodrow Wilson de politique internationale. Il fut l'auteur d'un ouvrage intitulé The League of Nations and the Rule of Law, 1918-1935. L'idée étant de voir comment la SDN, en tout cas, adressait la problématique du respect de l'état de droit. Toutefois, les problématiques des relations internationales avaient de tout temps été thématisées par d'éminents internationalistes tels que Francisco de Vitoria, Hugo Grotius et Emmanuel Kant. Comment les relations internationales ont-elles évolué depuis lors? Pour répondre à cette question, l'on peut retenir quelques stations chronologiques majeures. La Grande Guerre, donc la Première Guerre mondiale, 1914-1918, création de la SDN, 1918, la Grande Dépression, le Jeudi noir de Black Thursday en 1929, la montée du nazisme en 1933, la Deuxième Guerre mondiale, 1939-1945, la création de l'ONU en 1945, la guerre froide de 1945 en 1989, avec la chute du mur de Berlin, la vague de décolonisation qui va déjà commencer consécutivement à la Première Guerre mondiale, mais avec un accent particulier sur le continent africain à partir des années 60, la crise de Cuba qui rappelle la guerre russo-ukrainienne actuelle, 1962, la chute du mur de Berlin, 89, le vent de l'Est, donc, qui va induire la démocratisation, 1990, les attaques
sur les tours jumelles de septembre 2001, 9/11 pour emprunter l'anglicisme. À cela, l'on peut ajouter la crise du coronavirus en 2019-2020, mais avant ça même, la crise des subprimes, grande crise économique de 2008. Nous avons l'annexion de la Crimée 2014 par la Russie, et puis l'actualité faisant, nous avons la guerre russo-ukrainienne qui sévit actuellement, si je ne m'abuse, depuis 2022. Les théories des relations internationales. Les théories des relations internationales sont des ressources assujetties à une triple vocation, en ce qu'elles permettent de décrire les relations internationales, d'anticiper les comportements des acteurs sur la scène internationale et de procéder à des recommandations en vue, voilà, à destination des pouvoirs publics. Partant de là, on peut dire que les théories des relations internationales, à l'instar de toute autre théorie, ont une triple vocation analytique, prédictive et prescriptive. Quoi qu'il en soit, il existe deux catégories de théories des relations internationales. Nous avons d'une part les théories descriptives des relations internationales et de l'autre les théories normatives des relations internationales. Les théories descriptives des relations internationales sont des théories qui n'ont pas pour projet de porter des jugements de valeur, mais qui se contentent de décrire, d'analyser la vie internationale. Nous avons ici les théories d'obédience libérale, les théories d'obédience réaliste, les théories d'obédience et les théories d'obédience marxiste. Voici quelques figures emblématiques de chacune de ces obédiences. Woodrow Wilson, Otto von Bismarck et Kwame Nkrumah. Les théories d'obédience libérale surfent sur le postulat anthropologique selon lequel l'homme est doué de raison, capable d'empathie et apte à coopérer. Il s'agit ici de l'extension de la théorie politique sur la scène internationale. En termes d'implication, les relations internationales sont marquées par la coopération, la promotion du dialogue, de la paix, de la démocratie et des droits humains. Ceci dit, cette théorie n'exclut pas le recours à la force, mais ici, il s'agit d'une ultima ratio. Parce qu'en dernier recours, si les négociations n'ont pas marché, et au nom des droits humains, l'on peut recourir à la force. Peace enforcement, comme on le verra dans les opérations de maintien de la paix. Les théories relevant de cette obédience sont le libéralisme, le néolibéralisme, l'institutionnalisme, le constructivisme et le transnationalisme. Très rapidement, le libéralisme est la théorie souche et se caractérise par la promotion de la démocratie et des droits humains à l'échelle globale. Les théoriciens ici sont entre autres Francisco de Vitoria, Hugo Grotius et Emmanuel Kant. Cette obédience a pour variante l'idéalisme, le pacifisme, le wilsonisme, en référence à Woodrow Wilson, ex-président américain, rendu célèbre pour sa formule et son discours prononcé devant le Congrès américain, Making the World Safe for Democracy dans le contexte de la Première Guerre mondiale, et qui a induit l'interventionnisme américain en griffe au nom de la démocratie, donc des libertés individuelles et collectives à l'échelle internationale. Le libéralisme va rimer aussi avec universalisme. Le néolibéralisme est une nouvelle forme de libéralisme qui repose sur le postulat selon lequel les considérations de politique intérieure conditionnent la diplomatie des États. En d'autres termes, la politique étrangère d'un État donné n'est rien d'autre que la courroie de transmission des aspirations des nationaux sur la scène internationale. Le néolibéralisme est le paradigme qui structure la mondialisation de l'économie de par la place prépondérante qu'occupent les firmes multinationales ainsi que les investissements directs à l'étranger qui constituent en tout cas leur levier d'action. Les théoriciens ici sont Milton Friedman, Friedrich Hayek et Andrew Moravcsik, pour ne citer que. Les praticiens emblématiques de cette obédience sont Ronald Reagan, ex-président américain, et Margaret Thatcher, ex-première dame
britannique. L'institutionnalisme repose sur le postulat selon lequel la scène internationale est tout sauf le lieu de l'anarchie. Elle est bel et bien régie par des institutions. Par institutions, on entend les traités, les conventions, les régimes internationaux. Ramené à l'échelle régionale, pour ne pas dire sous-régionale, l'institutionnalisme prend la forme de théorie de l'intégration. Par théorie de l'intégration, l'on entend un certain nombre de théories qui impulsent la solidarité, la mutualisation au niveau régional ou sous-régional. Des théories à cet égard, le néofonctionnalisme et l'intergouvernementalisme. Le néofonctionnalisme jetant la focale sur les interactions de la base qui vont plus tard être répercutées aux élites politiques. Donc, une dynamique bottom-up, tandis que l'intergouvernementalisme va se caractériser par la prise d'initiative par les élites politiques, quitte à plus tard répercuter cela sur les populations et donc les amener à endosser les dynamiques d'intégration. Il s'agit d'une logique top-down ici. Les théoriciens ayant marqué cette théorie sont John Ruggie, Joseph Nye, Stanley Hoffmann et Ernst Haas. Le constructivisme. Le constructivisme, tout comme l'institutionnalisme, rejette le postulat selon lequel la scène internationale serait anarchique. Pour les constructivistes, elle est plutôt régie par des valeurs, des normes. Ces normes ne sont rien d'autre que des construits sociaux, c'est-à-dire qui relèvent de l'expérience de vécu au sein d'entités de contexte sociologique donnés. La question qui va se poser ici est celle de savoir comment les normes sont édictées sur la scène internationale. Il s'agit donc, pour emprunter l'anglicisme, the norm setting agenda. Comment, voilà, on arrive à édicter les standards internationaux. Il y a deux dynamiques ici qui elles-mêmes sont assujetties au profil des États, voire donc de l'agent. Il s'agit d'une configuration d'influence mutuelle entre l'agent, donc les États, et la structure, le monde, incarné ici par l'ONU. Selon que l'agent est fort, il aura tendance à imposer ses propres standards sociologiques comme standards globaux. Et une fois ces standards validés au sein des instances internationales comme standards globaux, ils seront imposés aux États faibles, donc disséminés sous forme de conditionnalité. Toutefois, si les États faibles font bloc, ils peuvent infléchir le rapport de force en leur faveur et récuser, par exemple, de domestiquer, d'internaliser donc des standards qui seraient en inadéquation avec leurs valeurs sociétales, leurs valeurs culturelles. Les théoriciens ayant marqué cette école sont Alexander Wendt, Peter Kastenstein, Nicolas Onouf. À cela, on pourrait ajouter des éminents sociologues que sont Thomas Luckmann et Peter Berger. Le transnationalisme vient faire le constat de l'émergence de nouveaux acteurs privés aux côtés des acteurs classiques que sont les États et les organisations internationales. Le transnationalisme constate l'émergence d'acteurs non étatiques que sont les firmes multinationales, les ONG à vocation globale et les réseaux transnationaux, y compris les groupes terroristes et les bandes de la criminalité organisée transnationale. Cette évolution a pu faire dire à bon nombre d'observateurs que nous serions désormais à l'ère des relations transnationales et non plus à celle des relations internationales. Les théoriciens ayant marqué cette obédience sont James Rosenau, Bertrand Badi et Ariel Kolonomos. Nous en arrivons maintenant aux théories d'obédience réalistes qui, elles, prennent le contre-pied des théories d'obédience libérale. Ici, l'homme est conceptualisé comme étant foncièrement méchant et égoïste et qu'il serait toujours enclin à défendre ses intérêts, y compris au moyen de la force. Cette métaphore-là va donc toucher à l'État qui est donc perçu comme étant un individu. Et donc, tout comme le loup de Thomas Hobbes sur la scène internationale, l'État ne sera guidé que par son avidité, son agressivité
son opportunisme, ainsi de suite. Il n'y a donc pas d'angélisme qui vaille en relations internationales conformément à cette obédience. En termes d'implication, les relations internationales sont fatalement conflictuelles. La guerre est un moyen légitime de la politique internationale. Les théories relevant de cette obédience sont le réalisme et le néo-réalisme. Le réalisme étant la théorie souche qui va donc reprendre les thèses fondamentales de cette obédience. Le réalisme aura pour variante la réalité, réalisme donc exprimé en allemand, une politique réaliste, donc qui ne s'entoure d'aucune fioriture d'ordre moral, de considération, d'ordre éthique, et l'impérialisme. Les théoriciens ayant marqué le réalisme sont Hans Morgenthau, Raymond Aron, Otto von Bismarck, Karl von Clausewitz. Le néoréalisme, entendu comme nouvelle forme du réalisme, repose sur le postulat selon lequel la scène internationale serait le lieu de l'anarchie, donc l'état de nature. Par conséquent, l'ultime objectif de toute politique étrangère serait donc la sécurité, y compris au moyen d'alliances stratégiques pour les États faibles. Le néoréalisme est, au passage, le paradigme qui a marqué, qui a donc structuré la confrontation intersystémique, géopolitique, géostratégique durant la guerre froide entre le bloc capitaliste et le bloc soviétique. Les théoriciens ayant marqué cette école de pensée sont Kenneth Wolst, Reinhold Niebuhr et Henry Kissinger, ex-secrétaire d'État américain. Qu'en est-il de la troisième obédience, à savoir celle des théories marxistes, que l'on peut qualifier aussi de théories anti-impérialistes? Cette théorie rejette toute forme d'injustice dans les relations internationales et se caractérise subséquemment par la promotion de l'autodétermination des peuples, y compris au moyen de la force. Il s'agit ici d'une vision anti-impérialiste des relations internationales. Pour les théoriciens de cette obédience, il faut œuvrer à l'émergence d'un ordre international équitable. Les théories relevant de cette obédience sont la théorie du système monde, chère à Emmanuel Wallerstein, Samir Amin et Jacques Ada, pour ne citer que, la théorie de la dépendance, dependencia, pour emprunter l'hispanisme, et dont les théoriciens sont Raoul Prebisch, Enzo Faleto, Fernando Cardozo. Et puis, nous avons, contexte africain oblige, le panafricanisme, qui relève aussi du marxisme d'un point de vue idéologique, d'un point de vue idéal, et dont les précurseurs sont Cheikh Anta Diop, Théophile Obenga et Asante Kete Molefi, un Américain revenu aux sources en empruntant un nom Ashanti, ghanéen. Outre ces théories normatives, outre ces théories descriptives, nous avons des théories normatives des relations internationales. À la différence des premières, les théories normatives visent à porter des jugements de valeur, c'est-à-dire qu'elles ambitionnent de dire si les comportements observés sur la scène internationale sont moralement acceptables ou inacceptables, sont bons ou mauvais. Les théories normatives des relations internationales s'inscrivent dans ce qu'il est convenu d'appeler l'éthique des relations internationales comme domaine de spécialisation. En anglais, on parlerait de Global Ethics ou bien Ethics of International Relations. Deux théories sont en confrontation ici, à savoir le communautarisme d'une part et le cosmopolitisme de l'autre. Le communautarisme. Le communautarisme se caractérise par la défense des intérêts d'un État donné, d'une communauté, y compris au moyen de la force. Ici, ce qui compte, c'est l'inexistence d'obligations morales vis-à-vis des étrangers, des aliens. La démocratie, les droits de l'homme sont des questions éminemment intracommunautaires. Par conséquent, il s'agit pour les gouvernements des États, donc les responsables des communautés données, d'œuvrer à la promotion de la démocratie et des droits de l'homme en leur sein. Sous ce rapport-là, on considère le communautarisme comme étant un libéralisme intracommunautaire. Ici, c'est la communauté qui confère à l'individu des droits fondamentaux.
Comme on peut le voir, cela procède de l'aristotélisme. Aristote ayant considéré l'homme comme étant un animal politique, le son politikon en grec, sans appartenance, sans lien, sans attache à une communauté donnée, l'homme n'a donc pas de droit. Un Robinson Crusoe n'a donc pas de droit, comme le dirait un théoricien tel que Melvin Frost, pour qui il y a donc le communautarisme est une théorie constitutive. Les théoriciens ici sont Michael Walzer, David Miller, Peter Singer et, last but not least, Melvin Frost. À l'opposé, le communautarisme et le cosmopolitisme reposent sur l'idée selon laquelle tous les êtres humains sont égaux, indépendamment de l'origine, de la couleur de peau, de la religion, du sexe, etc. Tous sont citoyens du monde. Le cosmopolitisme, par voie de conséquence, se caractérise par la promotion de l'autodétermination des peuples, de la justice, de la paix et de la solidarité dans les relations internationales. Les théoriciens relevant de cette obédience sont Charles Bates, Brian Berry, David Held et Julian Nida Rumlin. Nous en arrivons maintenant à la deuxième articulation de notre module, à savoir les subdivisions relevant de l'interdisciplinarité. Contrairement aux subdivisions classiques que sont la théorie politique, les systèmes politiques et les relations internationales, les subdivisions relevant de l'interdisciplinarité sont des domaines de spécialisation de la science politique qui procèdent du croisement de la science politique et d'une autre discipline sœur des sciences sociales et des humanités. Ainsi, peut-on avoir les subdivisions suivantes: économie politique, géopolitique, sociologie politique, anthropologie politique, psychologie politique et communication politique. L'économie politique. L'économie politique est une subdivision de la science politique aux confluences de la politique et de l'économie. Elle est assujettie à une double dynamique en ce qu'elle cherche d'abord à analyser la politique comme étant le déterminant de l'économie. Ici, toutes les évolutions économiques, bonnes ou mauvaises, trouvent leur explication dans la politique. Dans la deuxième dynamique, l'économie est considérée comme étant le déterminant de la politique, c'est-à-dire que si le processus politique est pacifique ou conflictuel, l'explication se trouve dans les décisions économiques. L'économie politique a pour summa divisio, donc subdivision de base, l'économie politique domestique nationale et l'économie politique globale internationale. L'économie politique domestique analyse l'influence mutuelle entre politique et économique au sein d'un État donné, tandis que l'économie politique globale a pour objet l'analyse des relations économiques et commerciales internationales. Quoi qu'il en soit, l'économie politique domestique va attacher du prix à revisiter les paradigmes économiques que sont le mercantilisme, le libéralisme, le marxisme, le keynésianisme, l'économie sociale de marché et l'économie écosociale de marché. Le mercantilisme, entendu comme théorie, paradigme économique, faisant de l'État l'investisseur structurel soucieux de la défense de ses intérêts, y compris au moyen de la guerre. Le mercantilisme sera guidé par le souci pour les États de réaliser des balances excédentaires, des balances commerciales, des balances de paiement excédentaires. Ce qui va compter ici, c'est l'intérêt national. Les théoriciens ici sont Friedrich List, Alexander Hamilton et Jean-Baptiste Colbert. Le libéralisme, contrairement au mercantilisme, sera soucié de la libéralisation des échanges internationaux, donc de la suppression des barrières, de toutes les formes de barrières, tarifaires et non tarifaires au commerce international. On a ici Adam Smith, John Stuart Mill, David Ricardo, pour ne citer que. Le marxisme qui va remettre en question les injustices inhérentes aux échanges économiques internationaux et donc à la remise en question, nous ne sommes pas encore en économie internationale, mais à la remise en question des injustices économiques, donc de
la suprématie de la bourgeoisie sur le prolétariat. Karl Marx, Friedrich Engels et l'Italien Antonio Gramsci sont dignes de mention à cet égard. Le keynésianisme, inspiré de John Maynard Keynes, qui va consister pour l'État à intervenir en cas de situation, en cas de crise économique grave pour renflouer l'économie et se retirer. L'économie sociale de marché, qui va avoir pour paradigme le socialisme, avec pour théoriciens John Dreamer, Gerald Cohen, John Elster, Philippe Van Parijs, qui se caractérise ici par la protection des droits économiques, la justice sociale, la justice économique, la justice distributive, et l'économie éco-sociale de marché, qui sera donc le pendant de l'économie sociale de marché, mais qui attache du prix à la promotion du développement durable de l'économie verte, donc des économies, des énergies renouvelables. On a David Pierce, Peter Barthélemy, Jan von Tongeren et Carsten Stammer comme théoriciens de référence. La politique économique ici est une politique publique sectorielle, c'est-à-dire que c'est elle qui va donc conditionner, transformer les sociétés humaines, et ce, en s'appuyant sur des politiques conjoncturelles et des politiques structurelles. Politique conjoncturelle est abondamment théorisée par l'économiste britannique Nicolas Kaldor avec son carré magique, et les politiques structurelles qui sont des politiques de long terme ayant vocation à transformer durablement les fondements de l'économie d'un État donné. L'économie politique internationale va reprendre les paradigmes économiques que sont la controverse classique entre mercantilisme, libéralisme et structuralisme historique, et dans le contexte actuel de la mondialisation, une controverse mettant aux prises le néolibéralisme, théorie qui porte la mondialisation actuelle de l'économie, l'altermondialisme qui récuse les injustices inhérentes à l'économie monde, ainsi que le réchauffement climatique, imputable selon les altermondialistes au consumérisme, donc au capitalisme global, et le néo-mercantilisme qui va consister en un patriotisme économique, donc un retour au mercantilisme dans le contexte actuel de la mondialisation. Quoi qu'il en soit, l'économie politique internationale procède à l'analyse des relations économiques et commerciales internationales. Plus spécifiquement, l'accent sera mis ici sur le programme de développement international tels que les programmes d'ajustement structurel, les objectifs du millénaire pour le développement et aujourd'hui les objectifs du développement durable. À cela, faut-il ajouter les dynamiques telles que celle impulsée par l'OMC qui va consister à libéraliser les échanges internationaux, l'Organisation mondiale du commerce, qui sera cependant relativisée par contrebalancée par les BRICS, un groupe d'États émergents qui sont parvenus aussi à s'imposer, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui constituent aujourd'hui le contrepoids majeur à la mondialisation néolibérale. Outre cette dynamique globale, l'économie politique internationale aborde aussi les questions d'intégration économique régionale. On peut citer à titre illustratif la ZLECAf, la zone de libre-échange continentale africaine, la CEDEAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, la CEMAC pour l'Afrique centrale et la SADC pour l'Afrique pastorale. On analyse ici en tout cas les dynamiques économiques sous-régionales, analyser aussi les rapports de force entre les acteurs en présence et puis l'impact économique l'impact économique, social et environnemental des initiatives de politique économique prises dans ces zones respectives. Outre l'économie politique, la géopolitique représente une subdivision de la science politique qui relève de l'interdisciplinarité. La géopolitique consiste en la mise à contribution de deux sphères que sont la politique et la géographie. La géopolitique peut prendre aussi la dénomination de géographie politique, le tout étant question de l'ancrage académique. Ici, c'est lorsqu'on est dans des départements de géographie.
Quoi qu'il en soit, la géopolitique analyse les deux sphères que sont la politique et la géographie dans une double dynamique. Premièrement, il s'agira d'analyser l'impact des décisions politiques sur la géographie, sur la cartographie. Deuxième dynamique, analyser l'impact des spécificités géographiques et géostratégiques sur la politique, voire la gouvernance. Pour contextualiser, la première dynamique consistera à conceptualiser la politique comme étant le déterminant de la géographie, de la cartographie. En d'autres termes, une décision politique vient modifier la frontière entre les États, vient modifier donc la géographie. À titre illustratif, l'on peut prendre l'exemple d'Hitler qui, du jour au lendemain, décide d'annexer plusieurs pays européens, modifiant ainsi la géographie, la cartographie. Plus proche de nous, ici, le président Poutine s'est réveillé un matin et a décidé d'annexer la Crimée, en 2014 notamment. Donc, décision politique qui a un impact sur la géographie. Deuxième configuration, les spécificités géographiques qui vont avoir un impact sur le processus politique. L'exemple de la RDC est édifiant à cet égard. La disponibilité à profusion de ressources naturelles, de ressources stratégiques, de minerais, de terres rares, tout ça, fait que la convoitise suscitée subséquemment va induire donc des conflits et par là même modifier ici négativement le processus politique. Donc les conflits entendu comme processus d'exacerbation des inimitiés, voilà, sur un espace donné, sur un théâtre donné, trouve explication donc dans la géographie. Ici, c'est la géographie qui est le déterminant de la politique, tandis que dans la première dynamique, c'est la politique qui est le déterminant de la géographie. Quoi qu'il en soit, la géopolitique a pour objet l'analyse des rapports de force sur un espace donné autour d'enjeux stratégiques, donc autour de ressources spécifiques. Cette discipline doit son émergence au politologue suédois Rudolf Kielen, qui lui-même a été influencé par le géographe allemand Friedrich Ratzel. Outre Friedrich Ratzel, la géopolitique est à la vérité une discipline qui est née en Allemagne avec un théoricien tel que Karl Haushofer. Karl Haushofer, qui est le théoricien et le stratège de l'idéologie de l'espace vital, la Lebensraum-Idéologie, ayant marqué le nazisme tel que mis en œuvre par Adolf Hitler. La géopolitique se décline en géostratégie lorsqu'elle est implémentée, lorsqu'elle est mise en œuvre, lorsqu'elle est déployée, et la géoéconomie qui va consister à analyser les rapports de force autour de ressources économiques, autour d'enjeux économiques. La géopolitique a pour concept clé le Heartland, le Rimland et le Sea Power. Le Heartland, théorisé par Alfred Mackinder, s'entend d'un continentalisme. Ici, c'est le fait de maîtriser, de contrôler la terre ferme pour, en tout cas, capter les ressources dont elle regorge. Le Rimland qui va consister à contrôler les littoraux pour, en tout cas, réguler les débarquements de marchandises, donc exercer des blocus aussi. Ici, c'est Nicolas Spykman qui en est le théoricien de référence. Et le Sea Power, entendu comme maritimisme, théorisé par Alfred Mann, qui va consister pour un État donné à se lancer dans un expansionnisme maritime, contrôler les océans, les mers et les océans pour en capter les ressources stratégiques. En termes d'approche stratégique, nous avons ici, comme ailleurs, trois orientations, à savoir le hard power, qui va consister à recourir à la puissance, à la force militaire, à des fins géopolitiques. Le soft power, qui va consister à recourir à tout sauf à la force militaire pour asseoir son influence. Donc ici, ce sera par les médias, la science, la culture notamment. Et le smart power qui est une orientation géostratégique hybride qui, au gré des circonstances, fera tantôt recours à la force, tantôt recours à la culture pour glaner des ressources géostratégiques. Les profils géostratégiques sont le leadership, le challenger et le bandwagoner. Le leader, ici, on peut citer aujourd'hui les États-Unis, la Chine, la Russie. Les challengers peuvent être considérés comme étant
comme étant des pays qui sont euh, d'un niveau relativement inférieur, mais qui ont des ambitions sur la scène internationale, des ambitions géopolitiques. On peut citer l'Inde, on peut citer la Turquie sur le théâtre africain notamment, qui viennent challenger un peu les puissances classiques. Et puis les bandwagoners sont des puissances suivistes, des puissances qui donc vont s'inscrire comme des wagons, vont s'illustrer comme étant des wagons drainés par les locomotives, donc les leaders géostratégiques. Nous en arrivons à la sociologie politique, une subdivision relevant de l'interdisciplinarité. La sociologie politique coïncide avec les systèmes politiques que nous avons vus dans les subdivisions classiques. La sociologie politique, à la vérité, procède du croisement de la théorie politique et des systèmes politiques. Il s'agit d'une perspective sociologique de la science politique. Elle est assujettie à une double dynamique à l'instar des deux autres que nous avons vues. Dans la première dynamique, il s'agira d'analyser les incidences des spécificités sociologiques sur la politique. Ici, c'est la société qui aura une incidence sur la politique. Si la politique elle est conflictuelle ou pacifique, l'explication se trouve dans les spécificités sociologiques. Dans la deuxième dynamique, il s'agira d'analyser l'impact de la politique sur la société. On a donc la politique comme variable déterminante et la société comme variable dépendante. La politique comme variable indépendante et la politique et la société comme variable dépendante. En d'autres termes, la transformation des sociétés humaines trouve son explication dans la politique telle qu'elle est menée. Voici tout le sens de la sociologie politique. La sociologie politique a pour concept clé les notions de société, État, pouvoir politique et socialisation politique. Lorsqu'il s'agit de la société et de l'État, nous avons des théoriciens tels que Émile Durkheim, Max Weber, Norbert Elias. Le pouvoir politique, théorisé par Max Weber et Pierre Bourdieu. La socialisation politique, entendue comme processus de transmission de valeurs, de normes à des citoyens. Ici encore, Norbert Elias, Pierre Bourdieu, Peter Berger et Thomas Luckmann, théoriciens du constructivisme. Nous avons différentes variantes, pour ne pas dire déclinaisons de la sociologie politique. Il s'agit de la sociologie du politique, donc voilà, du phénomène politique, de la sociologie électorale, de la sociologie du développement, pour ne citer que ces variantes-là. Nous abordons maintenant l'anthropologie politique, qui n'est rien d'autre que le, qu'une- qu'une- que l'équivalent à tout le monde au niveau épistémologique, au niveau heuristique, l'équivalent de la sociologie politique, sauf que l'objet d'étude connaîtra ici une légère inflexion. Il s'agit d'analyser l'influence mutuelle entre anthropologie et politique. Il s'agit de l'étude de l'organisation, par exemple, des politiques chez les peuples primitifs. L'objet d'étude ici, ce n'est plus les sociétés modernes, comme c'est le cas en sociologie politique. La sociologie politique va analyser l'État, donc l'État moderne, tandis que l'anthropologie politique aura pour objet d'étude les peuples primitifs, en griffes. Une distanciation critique a toutefois été opérée par Maurice Godelier avec son concept de New Anthropology, la nouvelle anthropologie, qui est une anthropologie critique qui va considérer qu'il n'y a pas de condescendance particulière à avoir à l'égard des peuples, que chaque peuple a des spécificités propres et qu'il faut donc, sans parti pris aucun, chercher à intelligibiliser les spécificités donc, de ces peuples-là. Donc, il s'agira de donner sens aux spécificités, aux particularités, en cherchant à en décrypter la pertinence gouvernance. Les thématiques abordées en sociologie politique et en anthropologie politique sont entre autres les mécanismes d'accession au pouvoir d'État, les modalités de gestion de la chose publique chez les peuples, les passerelles et la périodicité d'alternance au pouvoir politique. Claude Lévi-Strauss s'est livré à cet exercice chez les Amérindiens, Cheikh Anta Diop chez les anciens Égyptiens et Aris Memel Foté chez les Adjoukrous de la Côte d'Ivoire, un peuple
du littoral de la Côte d'Ivoire, dont je suis voilà, membre. Et donc, Aris Memel Foté s'est évertué à analyser l'anthropologie politique à Djoukroum en théorisant notamment les mécanismes d'alternance au pouvoir, les parentés à plaisanterie, autant de choses, ainsi que les mécanismes de régulation sociale chez ces peuples-là. La psychologie politique s'évertue à analyser l'influence mutuelle de deux sphères que sont la psychologie et la politique. Il s'agira d'analyser les implications de facteurs psychologiques ou sociopsychologiques sur la politique. Plus spécifiquement, le formatage socioculturel des acteurs politiques, de sorte à voir quel en est l'impact sur les comportements que ceux-ci développent en situation d'interaction politique, dans le champ politique, pour emprunter le mot à Pierre Bourdieu. On analysera ainsi aussi les incidences des expériences douloureuses ou heureuses faites par les acteurs politiques, à titre personnel ou collectivement, sur les comportements politiques. On a ici, d'une part, la psychologie individuelle et la psychologie de groupe, pour ne pas dire de masse. Il s'agit d'une véritable aide à la modulation des politiques publiques parce que pour adresser les besoins spécifiques des populations, encore faut-il avoir une idée de leur structuration, de leur formatage psychologique. Harold Laswell, dans son ouvrage intitulé Who Gets What, paru en 1936, a livré, en tout cas à la postérité, un bréviaire pour la psychologie politique. Pour lui, tous les acteurs politiques, pour ne pas dire les leaders politiques, sont des déséquilibrés mentaux en ce qu'ils sont obsédés par le pouvoir politique. Donc, ils ont une propension à la domination. Ils perçoivent, en tout cas, la politique comme étant il perçoit, il conceptualise la psychologie des acteurs comme étant le déterminant de la politique. Dis-moi comment tu es structuré psychologiquement, je te dirai, voilà, si tu auras une inclination à la démocratie ou à tout le moins à la dictature. Donc, les évolutions politiques trouvent leur explication dans le formatage psychologique des acteurs en présence. Pour Platon, par exemple, les hommes politiques sont des paranoïaques parce qu'ils perçoivent des ennemis partout. Il s'agit là d'une contribution déterminante à la psychologie politique. Nous en arrivons maintenant à la communication politique qui analyse l'influence mutuelle entre communication et politique. D'une part, la communication politique s'évertuera à analyser la dimension politique de la communication. Ici, on va voir comment la politique est abordée, est traitée par les communicants, comment les questions politiques sont abordées par les médias, par tous les supports de communication. L'autre dynamique consistera à analyser la dimension communicationnelle de la politique et c'est elle qui certainement est la plus importante parce qu'ici, on essaiera d'analyser les stratégies de communication telles que mises en œuvre par les acteurs politiques. Ici, la communication est conceptualisée comme un outil de réel politique, de propagande tel que chez les nazis ou bien de fake news aujourd'hui encore. La communication peut aussi se révéler un outil de promotion de la démocratie. Les théoriciens de la communication politique sont Harold Laswell, que nous avons déjà vu, Jürgen Habermas, de l'école de Francfort, qui parle notamment de la délibération comme exigence communicationnelle en situation de démocratie, Niklas Luhmann, Dominique Volton et Edouard Bernays. La communication politique a pour variante le marketing politique. Le marketing politique qui va ici conceptualiser les politiques et leurs programmes comme étant des produits à vendre à des prospects que sont les électeurs. Nous en arrivons maintenant à la troisième articulation, à la troisième et dernière articulation de notre module, à savoir les déclinaisons thématiques transversales de la science politique. Outre les subdivisions classiques et les subdivisions relevant de l'interdisciplinarité, la science politique aborde des sujets concrets. Les politologues et autres politistes traitent dans leur laboratoire, dans leur centre de recherche, de sujets vécus dans les sociétés humaines, dans les États et sur la scène internationale.
Il s'agit notamment de la démocratie, des droits de l'homme, de la gouvernance, du développement, de la résolution des conflits et de l'environnement. La démocratie. Conformément à la célèbre formule de Gettysburg lancée par Abraham Lincoln en 1863, la démocratie s'entend du gouvernement du peuple par le peuple, du gouvernement du peuple par le peuple et pour le peuple. Il s'agit ici de l'expression de la souveraineté populaire. Le peuple donc est central lorsqu'il s'agit de démocratie. Les principes consubstantiels à la démocratie sont la représentation, la participation, la délibération, entendu comme délibération comme la liberté une liberté de s'exprimer, donc la liberté d'expression, sans entrave, pouvoir prendre part au débat politique dans les instances de délibération, dans les institutions ou même dans l'espace médiatique. Voilà, pouvoir s'exprimer tout court. Et puis, la coopération qui va consister au gré des circonstances, en la coopération entre pouvoir et opposition, sans oublier la société civile. Donc voilà, la démocratie, ce n'est pas toujours le diktat de la majorité, ainsi qu'en témoigne la formule anglo-saxonne Majority Rule, Minority Rights. En d'autres termes, une démocratie n'est valide que si et seulement si les desiderata des minorités sont pris en compte par la majorité au pouvoir. La démocratie connaît diverses fortunes en tant que forme d'exercice du pouvoir politique sur la scène internationale. On a noté des insuffisances tant au niveau local qu'au niveau global par des dérives autocratiques, voilà, par des injustices aussi sur la scène internationale et même dans le cadre de la gouvernance mondiale. On assiste par exemple à la marginalisation de la femme, à l'instrumentalisation des masses, à des distributions asymétriques de ressources sur la scène internationale et au bâillonnement des médias pour ne citer que ces cas. La démocratie se trouve confrontée dans les organisations internationales à la problématique de leur représentativité. C'est toute chose qui conditionne, en tout cas, les appels à la réforme du Conseil de sécurité, par exemple, de l'ONU. Les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont entendus comme des privilèges reconnus à l'être humain de par sa seule nature d'humain. Et donc, ce sont des droits imprescriptibles dont la violation doit appeler, en tout cas, sanction et réparation. L'on assiste aujourd'hui à la violation des libertés fondamentales dans bon nombre de pays, ce qui a amené à l'adoption d'un certain nombre de textes ayant vocation à sanctuariser ces privilèges, donc ces droits fondamentaux. À titre illustratif et d'un point de vue chronologique, l'on peut citer la déclaration d'indépendance des États-Unis, the Declaration of Independence de 1776, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen en France de 1789, la déclaration universelle des droits humains, des droits de l'homme de l'ONU, 48, quelques pactes, donc les pactes internationaux, les pactes internationaux, le pacte international, les pactes internationaux de 1966 que nous verrons, voilà, la Convention européenne des droits de l'homme de 1950, le pacte international relatif aux droits civiques et politiques 66, le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 1966 aussi, la Convention interaméricaine des droits de l'homme et du citoyen, et des droits de l'homme de 1969, la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples de 1981, et plus proche de nous, le statut de Rome ayant institué la Cour pénale internationale. La gouvernance. La notion de gouvernance vient marquer un changement de paradigme dans la gestion des affaires publiques. Il s'agit ici de la prise en compte des acteurs non étatiques dans la gestion de la chose publique. Il s'agit, entre autres acteurs publics et acteurs non étatiques, des organisations de la société civile, des ONG, et des firmes, des entreprises donc. On a diverses déclinaisons de la notion de gouvernance. On peut avoir la gouvernance publique, on peut avoir la gouvernance mondiale, on peut avoir la notion de gouvernance d'entreprise, corporate governance notamment. Quoi qu'il en soit, il s'agit d'optimiser la gestion des affaires publiques et ce, de par la privatisation, les concessions de services publics, les partenariats publics-privés, et puis dans une dynamique
de gouvernance multiniveau tel que cela se perçoit par la décentralisation, l'observance du principe de subsidiarité, qui va consister pour les paliers supérieurs à transférer des compétences aux paliers inférieurs, l'idée étant de rapprocher les instances de prise de décision des populations et par là même optimiser la légitimité, la démocratie, la représentativité des décisions prises. Le développement. Le développement s'entend d'un processus de transformation qualitative et quantitative des conditions matérielles de vie au sein d'une entité sociétale donnée. La problématique du développement a émergé sur la scène internationale consécutivement à la Deuxième Guerre mondiale et à l'accession de bon nombre de pays à la souveraineté nationale et internationale. On essaie ici, avec le développement, d'analyser les déterminants du sous-développement. À cet égard, une controverse interparadigmatique a émergé. On a eu, de façon classique, l'opposition entre les théoriciens de la modernisation et les théoriciens de la dépendance. Et dans le contexte postmoderne actuel, une opposition entre les théories et l'altermondialisme et l'ultralibéralisme, le néolibéralisme pour ainsi dire. Quoi qu'il en soit, il y a les théoriciens de la modernisation qui considèrent que le sous-développement est imputable à des facteurs endogènes, tandis que les théoriciens de la dépendance et à leur suite les altermondialistes qui considèrent que le sous-développement s'explique par des facteurs exogènes, c'est-à-dire par la nature asymétrique, les injustices inhérentes aux relations économiques et commerciales internationales. Le développement requiert, en tant qu'enjeu de gouvernance, une politique publique, à savoir la politique de développement. Et cette politique va suivre une stratégie qui elle-même s'inscrit dans trois dynamiques, à savoir la dynamique de la stratégie basée sur le développement, sur la croissance économique, donc développement économique, la stratégie de développement humain et la stratégie de développement durable, qui sera soucieuse de promouvoir les bonnes pratiques écologiques, tant au niveau des États, au sein des États que sur la scène internationale. La résolution des conflits, une autre déclinaison thématique de la science politique. Elle a connu un regain de vitalité du fait de la récurrence des conflits après la chute du mur de Berlin. L'objectif ici est d'expliquer les causes des conflits, de comprendre les motivations des acteurs qui y sont impliqués et proposer des solutions durables. En termes d'évolution typologique, depuis la Deuxième Guerre mondiale, nous avons des guerres conventionnelles, des guerres asymétriques et des guerres interethniques. Les mécanismes de résolution sont les modes diplomatiques classiques, mais aussi les dynamiques de transnationalisation du fait de l'implication des acteurs non étatiques dans les initiatives de résolution des conflits. Il s'agit par exemple des ONG à vocation humanitaire ou encore des entreprises multinationales qui, elles aussi, interviennent dans les processus de reconstruction post-conflit en situation de reconstruction, en tout cas d'après-guerre. Ultime thématique transversale, l'environnement. Ici, il s'agit de la prise de conscience du réchauffement climatique comme challenge majeur inhérent au contexte actuel de la mondialisation. Face à cela, l'on a assisté à des efforts de codification en vue de la mise à disposition d'un arsenal juridique contraignant sur la scène internationale. À titre illustratif, l'on peut citer la Convention de Genève sur la pollution transfrontalière de 1979, la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone 85, la Convention de Bâle sur les transports de substances dangereuses, la Convention des Nations Unies sur le changement climatique, la Convention des Nations Unies sur la protection de la biodiversité, le protocole de Kyoto relatif aux émissions de gaz à effet de serre et plus proche de nous, les différentes COP, dont la célèbre COP 21 de Paris en 2015. Le réchauffement climatique est à la base une problématique d'ordre éthique, car elle met aux prises les grands pollueurs et les petits pollueurs, qui, ironie du sort, sont les plus grands stabilisateurs écologiques. On en veut pour preuve
la forêt de l'Amazonie et le bassin du Congo qui contribuent à stabiliser, en tout cas écologiquement, la planète Terre. Quoi qu'il en soit, la problématique écologique soulève deux principes, à savoir celui de la responsabilité écologique intragénérationnelle et la responsabilité écologique intergénérationnelle. Le premier principe va consister pour les générations actuelles à observer les bonnes pratiques, les pratiques éco-compatibles à l'égard de leurs congénères, tandis que le deuxième principe consiste à tout mettre en œuvre pour léguer aux générations futures un environnement salubre. Voilà, mesdames et messieurs, chers auditeurs, l'économie de ce module intitulé Sciences politiques, qui a consisté pour nous à présenter la science politique en tant que discipline académique, discipline appartenant au grand ensemble des sciences sociales. À cette fin, nous avons articulé notre propos autour de trois axes que sont les subdivisions classiques, les subdivisions relevant de l'interdisciplinarité et les déclinaisons thématiques transversales de la science politique. S'agissant de la première articulation, nous avons présenté la théorie politique, les systèmes politiques et les relations internationales en leur vocation respective comme étant les subdivisions classiques de la science politique. À celle-ci, faut-il ajouter les subdivisions relevant de l'interdisciplinarité que sont l'économie politique, la géopolitique, la sociologie politique, l'anthropologie politique, la psychologie politique et la communication politique. La science politique, à l'instar de toutes les disciplines des sciences sociales, aborde des thématiques spécifiques. Il s'agit, entre autres, de la démocratie, des droits de l'homme, de la gouvernance, du développement, de la résolution des conflits et, last but not least, de l'environnement. Ceci dit, il importe donc de valoriser cette discipline en situation de gouvernance, simplement parce que cette discipline-là produit du savoir qui a vocation à être mis à contribution, à être donc implémenté par les pouvoirs publics, de sorte à transformer les sociétés humaines. En retour, les pouvoirs publics donc gagneraient à financer la recherche et le développement en sciences politiques. Il s'agit là d'un plaidoyer pro domo, de sorte à amener les politologues et autres politistes à produire du savoir de qualité pouvant à leur tour impacter positivement et durablement les sociétés humaines. Je voudrais, à ce stade de mon propos, vous remercier de votre aimable attention. Je vous remercie.